Sommes-nous en train d'assister à la fin du mythe unificateur du monde occidental qui a été érigé à la suite de la Seconde Guerre mondiale? En tout cas, c'est ce que pense Jonathan Pageau, qui est une personnalité très reconnue aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, qui est spécialisé des grands mythes, des symboles et qui est très proche de Jordan Peterson. Et dans une nouvelle vidéo qu'il a sortie récemment, Jonathan Pageau avance cette théorie que je trouve extrêmement intéressante et qui mérite d'être partagée avec le monde francophone. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais dévoiler cette théorie et apporter également un certain nombre de critiques. Mais quelle est cette théorie? Eh bien, pour Jonathan Pageau, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'édification d'un mythe unificateur qui a été érigé par le monde occidental, par notre civilisation, avec donc les États-Unis, mais également la vieille Europe. Et donc, ce mythe unificateur a permis de créer un nouvel ordre mondial et de changer le paradigme à l'échelle internationale. Mais attention, quand on parle de grand mythe, il ne faut pas penser au terme de mensonge. C'est plutôt un grand récit qui a permis d'unifier et de consolider la civilisation occidentale. Mais quel est ce mythe? Eh bien, le fait que les Alliés, avec l'aide de l'URSS, ont réussi à détruire le Troisième Reich et donc la barbarie nazie du peintre autrichien raté. Donc en somme, la destruction d'un régime totalitaire au profit de la démocratie libérale occidentale. Et donc, afin de consolider ce nouveau mythe qui a changé l'ordre mondial, il a fallu en parallèle créer de nouvelles organisations à l'échelle internationale, comme par exemple l'Union européenne pour la vieille Europe ou l'Organisation des Nations Unies. Et en plus, il y a eu la création de d'autres institutions dans un contexte bien particulier, comme par exemple l'OTAN, l'Organisation du traité nord-atlantique ou encore le FMI. Et ce mythe qui a vu le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a été consolidé par la victoire du bloc occidental à la fin de la guerre froide en 1991. C'est le moment où la démocratie libérale s'est imposée face au totalitarisme de l'Union soviétique. C'est donc dans ce contexte que Francis Fukuyama a écrit un essai dont vous connaissez forcément le nom, La fin de l'histoire, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, désormais, il n'y aurait plus de grands mouvements de bouleversement parce qu'il y avait un régime, une façon de voir le monde qui s'était imposée face à toutes les autres. Mais le problème, c'est que pour Pageau, l'intégralité de tous ces grands récits, de tous ces mythes, possède une date de péremption, c'est-à-dire à partir du moment où il a été édifié, il va connaître forcément une fin programmée. Pourquoi? Parce qu'il y a un renouvellement des générations, donc la mémoire s'estompe, il y a également des changements idéologiques et en parallèle de grands événements qui vont faire qu'il va y avoir la création de nouveaux mythes. Et nous, notre erreur, les Occidentaux, c'est d'avoir considéré que le mythe unificateur du lendemain de la Seconde Guerre mondiale allait durer ad vitam aeternam. Mais en fait, ça ne sera pas le cas. Prenons un exemple assez simple, celui de Rome. À l'époque, lorsque l'Empire romain a atteint son apogée, nombreux pensaient que Rome allait vivre ad vitam aeternam, éternellement. Or, ce n'est pas le cas, puisque Rome a fini par sombrer à la suite de l'invasion des barbares. Et ça, c'est la grande théorie de Pageau qui pense que le mythe qui s'est imposé pendant des décennies est en train de disparaître. Mais alors, concrètement, quels sont les indices? Eh bien, Pageau explique que le régime nazi était voué à disparaître et que c'est d'ailleurs une excellente chose. On ne peut pas d'ailleurs se revendiquer comme patriote ou nationaliste et adhérer de près ou de loin à l'idéologie nazie, d'autant plus quand on est français. Ça coule de source. Mais le souci, c'est qu'avec le temps, le fait que les générations se renouvellent, les mémoires s'estompent, il y a désormais une nouvelle approche de l'histoire et particulièrement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, Pageau explique que les Alliés ont dû faire une alliance avec l'Union soviétique, et ça devait être le cas puisque sinon on n'aurait probablement pas triomphé tout seul, mais cette alliance, elle était de contre-nature. Et surtout, cette alliance était basée sur le fait d'éliminer le mal absolu, c'est-à-dire le peintre autrichien, mais en même temps, nous avons fait un pacte faustien, nous avons fait un pacte avec le diable en la personne de Staline. Car on le sait aujourd'hui, et ça coule de source, sauf pour les communistes français, mais Staline a commis un certain nombre d'atrocités, à la fois en Union soviétique,
mais également dans les États satellites proches de la sphère d'influence de l'Union soviétique. Il est également possible de citer les bombardements nucléaires menés par les États-Unis sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, qui ont entraîné la perte de nombreuses vies civiles innocentes. On peut également citer les bombardements de certaines villes allemandes comme Dresde, qui là encore ont causé des pertes civiles extrêmement importantes. Ou encore, lorsque les GIs américains ont débarqué en Normandie, il y a eu de nombreux viols qui ont été recensés dans la région et qui ont été commis par les soldats américain. Alors bien sûr, il y avait déjà autrefois des critiques qui ont pu être émises par rapport à certains de ces événements. Albert Camus avait notamment critiqué les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, mais vu que l'Occident était galvanisé par la victoire, ces critiques étaient facilement occultées, mises de côté. Et cette nouvelle approche de l'histoire a forcément abîmé, impacté le mythe unificateur. Et le souci, c'est qu'en plus de cette nouvelle approche de l'histoire, il y a eu d'autres événements qui ont pu, là encore, impacter négativement le mythe unificateur. On peut mentionner la guerre du Vietnam ou encore l'invasion de l'Irak par les États-Unis, et on voit que d'ailleurs dans ces deux exemples que j'ai mentionnés, c'est systématiquement les États-Unis qui menaient la danse, alors que pourtant c'était eux qui étaient les principaux bâtisseurs de ce nouveau mythe unificateur et de la plupart des grandes institutions que l'on connaît aujourd'hui. Et le problème, c'est que ce mythe unificateur du lendemain de la Seconde Guerre mondiale avait promis un monde de prospérité économique, de stabilité et de paix, alors que pourtant, aujourd'hui, on ne peut que constater que le monde est en proie au chaos. Pour Pagot, il y a un autre élément qui peut expliquer la désintégration progressive du mythe originel, et c'est ce que l'on appelle le relativisme. En fait, pour lui, il y a eu le développement d'un relativisme moral, aussi bien à gauche, mais également à droite. Prenons un autre exemple, la personnalité de Churchill, qui est reconnu aujourd'hui pour être un héros de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, une partie de la gauche considère aujourd'hui que Churchill était un colonisateur, un raciste. Et de l'autre, il y a dans certains discours de droite une dénonciation de la personne de Churchill qui serait considéré comme l'artisan de la Seconde Guerre mondiale. Car oui, c'est une thèse qui commence à se développer sur Internet, le fait que Churchill n'a pas accepté éventuellement un traité de paix avec l'Allemagne nazie et que donc, par conséquent, il serait responsable de la Seconde Guerre mondiale et du fait que le conflit s'est exporté avec une dimension beaucoup plus importante. Donc en fait, ce relativisme, on le retrouve des deux côtés de l'échiquier politique et surtout, il a pu se propager assez facilement avec l'avènement des réseaux sociaux. Donc en somme, on a eu l'érosion de ce grand récit unificateur, et c'est d'ailleurs ce que soulignait Samuel Huntington dans son ouvrage Le choc des civilisations. Il rajoutait également qu'il y avait certes le monde occidental qui était extrêmement puissant, mais que ce dernier pouvait être chahuté par d'autres civilisations, et notamment les civilisations musulmanes. De plus, il y a une critique de plus en plus virulente envers les institutions internationales qui ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui ont été façonnées à la suite de l'édification du mythe originel et unificateur. Par exemple, le FMI qui est critiqué dans de nombreux pays. Il est possible également de citer l'ONU et le Conseil de sécurité qui ont été incapables d'empêcher à la fois la guerre en Ukraine, mais également le conflit israélo-palestinien et demain le conflit entre Israël et le régime iranien. Ou encore l'OTAN qui est considérée par certains comme l'organisation responsable de la guerre en Ukraine. Donc en fait, il y a eu le développement de contre-récits qui ont impacté le mythe unificateur et ces contre-récits peuvent venir de d'autres blocs civilisationnels comme le bloc civilisationnel de la Russie orthodoxe ou le bloc civilisationnel musulman. Et ces guerres auxquelles on est en train d'assister, notamment en Ukraine, en Palestine, en Iran et peut-être demain à Taïwan, abîment de plus en plus le mythe unificateur et surtout, ces conflits remettent en question l'hégémonie du monde occidental. D'autant plus qu'à l'intérieur même du bloc occidental, on retrouve des voix dissidentes avec systématiquement dans ces conflits des gens qui sont par exemple pro-ukrainiens, d'autres pro-russes, pro-israéliens, pro-palestiniens ou encore pro-iraniens. Pagot va plus loin dans sa théorie parce que c'est un youtubeur, c'est un vidéaste, donc il connaît parfaitement le monde d'Internet. Et depuis quelques mois, il a pu voir l'émergence sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram,
de mèmes Internet, donc de vidéos virales, de vidéos à caractère comique, qui visaient à minimiser, voire même parfois glorifier, le régime nazi. Et en plus de ces mèmes Internet, il y a des musiques qui ont été publiées par Kanye West, notamment une qui s'intitule HH. Je pense que vous voyez de quoi je parle, mais je ne peux pas le dire sur YouTube. Et cette vidéo, ce clip, a généré des millions de vues et a été l'une des musiques les plus écoutées dans un certain nombre de pays au regard des classements, notamment sur Spotify. Et on a pu voir des scènes qui étaient impensables il y a de cela quelques années, où dans certaines boîtes de nuit des pays asiatiques, il y avait la musique de Kanye West qui passait en boucle. Pendant quelques années, l'Occident a connu la cancel culture qui a été véhiculée par le wokisme et qui a été une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression, mais aujourd'hui, il y a eu une sorte de retour de manivelle et on est passé d'un extrême à l'autre, là encore amplifié par les réseaux sociaux. Et pour Pago, c'est la preuve ultime que certains tabous, certains sujets qui autrefois étaient intouchables sont peu à peu remis en question. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années, notamment lorsque la cancel culture était à son apogée, qu'il y aurait des edits du peintre autrichien raté avec de la musique funk en fond? Personne. Alors bien sûr, la théorie de Pago est extrêmement intéressante, mais je pense qu'on peut y apporter un certain nombre de nuances, voire même de critiques. Tout d'abord, c'est le fait qu'il parle de phénomènes Internet, comme par exemple les mèmes sur le Troisième Reich, ou la musique de Kanye West. Mais le souci, c'est que ça reste quand même des phénomènes que l'on retrouve sur Internet qui sont particulièrement nichés. Et même si un utilisateur lambda peut trouver ces mèmes assez facilement en scrollant dans les Reels Instagram, il n'en demeure pas moins que ça ne touche pas l'intégralité de la population. Donc en fait, le problème, c'est qu'il a un biais du fait que c'est un créateur de contenu, c'est un vidéaste, et que pour lui, le monde d'Internet est celui qui triomphe sur le monde réel. Et c'est pas toujours le cas. Car il suffit de faire un sondage dans la rue pour se rendre compte que l'extrême majorité des gens rejettent en France le régime nazi. Il y a également une autre dimension qu'il faut aborder, c'est le fait que le mythe unificateur que présente Pago ne faisait pas non plus l'unanimité à l'échelle internationale. C'est-à-dire que nous, les Occidentaux, on a tendance à considérer que ce qui se passe chez nous, c'est ce qui se passe à l'échelle mondiale, dans absolument tous les pays du monde. Sauf qu'il y a des pays avec des cultures différentes, des langues différentes et des idéologies différentes. De plus, il y a toujours eu, on pourrait dire, une troisième voie. Il y a toujours eu ce qu'on appelle les nations du Sud qui ont voulu faire entendre leur voix par rapport à l'hégémonie du monde occidental et qui ne partageaient pas forcément les mêmes valeurs. Il suffit de voir par exemple le fait que de nombreux pays à l'échelle internationale n'ont pas sanctionné la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Beaucoup de gens s'en foutent royalement. En tout cas, malgré les critiques que l'on peut apporter à la théorie de Pago, je la trouve extrêmement intéressante et elle nous permet de mieux comprendre certains phénomènes culturels que l'on voit émerger ces derniers temps, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, aimer, à partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.